Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de piratage, de stablecoin. Je vais aussi vous parler de Cardano, de Solana, de Zcasing, de Vitalik et de plein d'autres sujets. Énormément de choses à vous raconter. Et merci à tous pour vos commentaires sur la vidéo d'hier. Ça m'a vraiment fait plaisir de lire tout ça. C'était une vidéo assez spéciale et je suis content que ça vous ait plu. Et je suis très content aussi d'échanger avec bon nombre d'entre vous au cours des prochaines semaines. Alors commençons avec le cours des crypto-monnaies, une baisse aujourd'hui assez générale. Ethereum est repassé en dessous des 2500 $, Bitcoin 58 000 $. Et voilà, on va parler tout de suite du stablecoin. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'un des premiers stablecoins à avoir été créé sur le réseau Ethereum et de manière plus globale. On parle du DAI, le stablecoin de MakerDAO avec une market cap de 5 milliards de dollars. C'était un stablecoin très décentralisé depuis, il est devenu quand même très centralisé parce qu'il y a plein d'actifs du monde réel, il y a plein d'USDC en fait derrière le DAI. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que l'adresse du DAI, c'est en fait un smart contract. Le DAI, c'est un token, comme tous les tokens, c'est représenté par des smart contracts. Et en fait, quand on déploie un smart contract, il y a une personne qui déploie ce smart contract, c'est le déployeur. Et en fait, on déploie ce smart contract avec une clé privée. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la clé privée qui a permis de déployer le smart contract du DAI sur Arbitrum, sur Optimism, sur Ethereum, a été compromise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à obtenir la clé privée qui permet de réaliser des actions pour déployer le DAI sur les blockchains. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de risque pour le DAI qui est déployé sur Ethereum, Optimism et Arbitrum, c'est-à-dire là où le DAI était déjà déployé, mais il y a un risque sur les blockchains où le DAI n'a pas été déployé. Et en fait, on a déjà vu l'attaquant qui a déployé un faux DAI avec la bonne adresse du DAI, donc là l'adresse standard du DAI, et ben ça a été déployé sur Base par exemple et c'est un honeypot. Donc ceux qui font par erreur, qui achètent du DAI sur Base avec la même adresse, ben ils vont se faire avoir, ils vont perdre de l'argent. Et comment ça a pu arriver? Et ben on a l'historique, c'est Christopher Mounet ici qui travaillait chez MakerDAO, qui travaillait en tout cas à l'époque sur le DAI, qui avait utilisé en fait un outil qui s'appelle Profanity, qui était un outil très utilisé pour générer des vanity addresses, c'est-à-dire des adresses un peu customisées. Sur Ethereum, c'était utilisé dans plein d'endroits différents. Il y a quelques temps maintenant, il y a plus d'1 an, il y a eu une faille qui a été trouvée sur Profanity et toutes les adresses qui ont été générées avec Profanity sont vulnérables. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le piratage a eu lieu. Donc heureusement, ça ne touche pas les principales blockchains où le DAI est déployé, mais toutes les autres blockchains où le DAI n'est pas déployé, et ben l'attaquant a les moyens de déployer, et ça a déjà été fait, un faux token DAI. Donc soyez vigilants. Encore une fois, pas de révision de s'alarmer si vous êtes sur Ethereum, Optimism, Arbitrum, mais attention, si vous allez sur d'autres blockchains et vous essayez d'acheter du DAI, c'est probablement un faux DAI que vous allez acheter. Ensuite, la news complètement folle que j'ai vue, c'est Marc Karpelles, le français qui avait lancé l'exchange Mt. Gox. L'exchange, le premier, j'ai envie de dire, le premier exchange où on pouvait acheter du Bitcoin. Il avait acheté en fait au fondateur d'ailleurs de Ripple à l'époque. Bref, en tout cas, c'était le patron de Mt. Gox. Mt. Gox s'est fait pirater il y a plus de 10 ans maintenant. Ils sont à peine en train de rembourser les utilisateurs. Et là, Marc Karpelles lance un nouvel exchange. Et ça, honnêtement, je m'y attendais pas. L'exchange se nomme Ellipix Exchange. Ça devrait arriver en septembre en soft launch, j'ai vu dans les commentaires. Alors Marc Karpelles, il avait aussi tout un système de notation d'exchange qui était prévu. Il a dit ça, il va continuer de le sortir, mais ça va plus être sous forme de fondation. Et du coup, je pense ça va plus être son focus principal, il va là s'orienter sur l'Ellipix Exchange et l'Ellipix Wallet aussi. Donc ils vont lancer un wallet MPC, donc un wallet on va dire sans seed phrase, c'est comme ça qu'ils vont vendre, c'est ça comment ils vont se différencier. Il n'y aura pas de seed phrase du tout. Donc c'est un peu ce que fait aussi Coinbase avec leur wallet où il n'y a pas du tout de seed phrase. Mais voilà, on voit cette tendance là de vouloir se débarrasser de la seed phrase et surtout ils veulent lancer un exchange avec beaucoup plus de transparence pour pas répéter les erreurs qu'il y a eu avec Mt. Gox et aussi apporter beaucoup plus de transparence à tous les exchanges actuellement. Donc c'est quand même assez osé quoi de lancer un nouvel exchange après ce qui s'est passé, mais on va suivre ce qui lui arrive. Et Marc Karpelles, en fait, il reste tout de même assez respecté malgré tout dans l'univers crypto, parce qu'au final, il n'est pas parti avec la caisse. Il y a eu ce piratage, oui. Heureusement, ils ont retrouvé les 200 000 bitcoins qui ont servi à rembourser la plupart des utilisateurs.
Et au final, il est toujours là. Il y a eu un procès au Japon et il s'en est plutôt bien sorti. Et là, voilà, il essaie enfin de faire, c'est un peu l'arc de rédemption de Marc Karpelles. Et on va voir jusqu'où ça va aller, cet exchange. Ensuite, on a Cardano. On en parle depuis un certain temps avec ce Chang Hard Fork qui permet d'arriver dans l'ère Voltaire, qui en fait la partie ou l'étape où Cardano va être gouverné par les détenteurs du token Cardano, c'est-à-dire la mise à jour de la blockchain va se faire grâce au vote de ceux qui ont le token Cardano. C'est un peu comme ce qui se fait sur Tezos, mais c'est à l'opposé de ce qui se fait sur le Bitcoin ou l'Ethereum, où la gouvernance et la mise à jour de la blockchain se fait par consensus, on va dire humain, où les développeurs se réunissent, les validateurs choisissent ou non d'implémenter ce que les développeurs ont mis en place. Là, Cardano, ils vont passer complètement on-chain. Là, c'est la première étape, il va y avoir encore d'autres étapes, il y a encore un peu des petits trous comme sur un vélo, il y a toujours un comité là qui est en train de contrôler tout ça, mais petit à petit, ça va arriver et c'est une étape assez importante pour la décentralisation d'une blockchain. C'est intéressant ce qu'ils sont en train de faire Cardano. C'est pas les premiers, mais c'est une étape majeure qui était dans leur roadmap depuis un certain temps, et on en parlera encore quelques fois parce que voilà, je vous l'ai dit, c'est la première étape, il y a encore 2-3 étapes qui arrivent. Ensuite, je voulais vous parler de Solana avec les frais de transaction sur Solana qui ont atteint un plus bas depuis plus d'un an. Plutôt le nombre de transactions sur Solana, on est passé à 485 millions de transactions sur le mois, en enlevant un certain nombre de transactions qu'on compte pas, les transactions de vote. Mais voilà, on n'avait pas atteint ce niveau depuis avril 2022, donc plus d'un an. Même plus de 2 ans. Voilà, on a connu ce pic là, vous pouvez le voir ici avec tous les mêmes coins, Pump.fun, etc. On avait atteint 1,3 milliard en juillet, et là, grosse chute sur le mois d'août. Voilà, on est un peu en train de voir l'essoufflement de la partie même coin, mais quand même ça reste important, ça reste un haut niveau de transactions par seconde. Je suis pas en train de dire que Solana est mort, mais juste qu'il y a beaucoup moins de transactions qu'avant. Et d'ailleurs, il y a un nouveau narratif qui est en train d'arriver sur Solana. Vous savez comment sur Ethereum, je vous parle depuis un certain temps des L2, de solutions de niveau 2, de ces surcouches sur le réseau Ethereum, telles qu'Arbitrum, Optimism, Scroll, Blast, et il y en a énormément d'autres qui viennent en fait qui viennent apporter des blockchains qui se reposent sur Ethereum, où on peut avoir des frais de transaction plus bas, envoyer des transactions plus rapidement, etc. Et Solana, jusqu'à présent, ils avaient une vision complètement différente qui était d'avoir la blockchain sans solution niveau 2, la blockchain la plus performante possible avec un state, c'est-à-dire un état partagé par tous. C'était des visions complètement à l'opposé entre Solana et Ethereum. Et là, Solana, ils sont en train d'aller aussi vers des solutions de niveau 2. Mais ils aiment pas appeler ça des L2. Là, ils sont en train de parler des extensions, des network extensions. Mais au final, ça revient quasiment au même. Donc attention quand vous voyez ce vocabulaire de network extension, de L2, globalement, c'est la même chose. Et on est en train de voir des blockchains qui étaient opposés dans leur philosophie de scaling, de mise à l'échelle, et là elles sont en train de converger. Donc c'est aussi intéressant de voir que Solana est en train un peu de se rapprocher de la vision d'Ethereum avec les L2. Et d'ailleurs, cette vision des L2, elle pose un parti problème actuellement sur Ethereum. Vous avez dû le constater que les frais sont très bas sur le réseau Ethereum, et ça commence à inquiéter un certain nombre de personnes, et même moi. On voit que le Ethereum est repassé en mode inflationniste alors qu'on était déflationniste ou déflationnaire depuis un certain temps. Et en fait, pourquoi ? Parce que les solutions de niveau 2, ça attire plein d'utilisateurs. On va dire Base, il y a des millions d'utilisateurs sur Base qui payent un certain nombre de frais sur Base, mais au final, il y a très peu de frais qui est payé par Base sur Ethereum. Là, cette image que je suis en train de voir, c'est que Base n'a payé que 11 000 $ de frais de gaz sur le réseau Ethereum. Donc c'est vraiment très faible, c'est même négligeable. Et pour que on repasse avec une déflation sur l'Ether, il faudrait que les solutions de niveau 2 vraiment augmentent énormément, qu'on ait plus de 10 fois, ou je sais plus combien, mais énormément de fois de plus de transactions sur les solutions de niveau 2. Je pense qu'on va finir par y arriver. C'est ça la vision des développeurs, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, on va arriver à tout ça. Mais entre-temps, les solutions de niveau 2 ne payent pas assez de frais. Donc il y a des discussions sur augmenter les frais, il y a un certain nombre de choses. Je pense pas qu'il faut toucher à tout ça pour l'instant. Je pense qu'il faut attendre, ça va se réguler. Je pense qu'il y aura de plus en plus de transactions en effet qui vont se passer sur ces solutions de niveau 2, et au final ça sera bien pour le réseau Ethereum. Et d'ailleurs, en parlant de solution de niveau 2, on a Matter Labs qui est la société derrière Zcasting, une autre solution de niveau 2, L2, qui a licencié
16% de leur équipe. Donc Zcasing, ils ont clairement des problèmes en termes d'adoption. Il n'y a pas énormément de transactions qui se font sur Zcasing depuis que l'airdrop a eu lieu. En tout cas, ça a beaucoup baissé et là, ils sont en partie en difficulté et du coup, ils licencient des gens. Ensuite, on va parler de Vitalik. Vitalik, il y a plein de personnes qui surveillent constamment son wallet. Il réalise en fait assez régulièrement des ventes. Dernièrement, il a vendu pour 2 millions de dollars. Il envoie sur des exchanges pour 2 millions de dollars. Et régulièrement, on voit passer ce type de choses. Et là, en fait, il a clarifié. Vitalik, il a dit, je n'ai pas vendu d'Ether depuis 2018 pour moi-même. Il dit, toutes les ventes que j'ai fait depuis 2018, c'est pour aider d'autres projets, d'autres associations pour développer de la R&D, que ça soit sur Ethereum ou même autre chose. On sait qu'il avait fait un certain nombre de choses autour du Covid, on sait qu'il avait fait plein de dons différents et du coup il continue de vendre, mais a priori pas pour lui. En tout cas c'est ce qu'il dit, il n'y a aucun moyen de vérifier tout ça. Mais il a déjà vendu en 2018, il avait vendu pas mal, je pense plusieurs dizaines de millions, voire 100 millions de dollars. J'ai essayé de retrouver le nombre exact, mais je ne retrouve plus. Mais en tout cas, il a vendu suffisamment pour être tranquille pour le restant de ses jours. Et là, il lui reste à peu près 600 millions de dollars en Ether. Ça représente d'ailleurs 90%, il a dit, de tout ce qu'il a. Donc je pense que voilà, il doit avoir actuellement moins de 100 millions de dollars en dollars. et le reste, 100% crypto. Et quand il vend des choses, a priori, c'est pas pour lui. Et ensuite, on a la baisse des taux d'intérêt qui devrait arriver très bientôt. Je vous rappelle, la décision de la Fed devrait avoir lieu le 18 septembre et tout semble indiquer une baisse de 0,25%. Sur Polymarket, il y a 77% de chances qu'on ait une baisse de 25%, il y a 21% de chances qu'on ait une baisse de plus de 50%. Sur l'outil du CME, on a aussi 61% pour une baisse de 25%, 40% pour une baisse de 50%. Donc vraiment, tout semble indiquer qu'on va avoir cette baisse. La question maintenant, est-ce que ça va pump les cryptos juste après ou ça va entraîner une crainte d'une récession ou autre? Honnêtement, je vais pas vous dire je sais ce qui va se passer, tout est possible, mais mon intuition c'est que sur la fin de l'année on va avoir plusieurs baisses et ça va être bénéfique pour les crypto-monnaies et je pense oui qu'on va bien finir l'année dans les cryptos. Et du coup, je vous rappelle, si ça vous intéresse d'avoir vraiment un accompagnement personnalisé sur la gestion de votre portefeuille crypto, sur comment générer le meilleur rendement possible, comment être prêt face à toute situation dans les cryptos, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Il me reste quelques places pour réserver un appel gratuit avec moi pour le mois de septembre. J'ai des choses vers fin septembre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite, à demain, et au revoir. Allez, ciao, ciao.